bonjour à toutes et à tous. Merci à Michel Paulin et à toute l'équipe d'OVH de me donner la possibilité de vous présenter cette stratégie cloud de l'État. Alors j'ai un premier scoop, c'est que l'État parle d'une seule voix dans le domaine du numérique, et le sujet est tellement important qu'il est incarné par deux ministres. Vous avez écouté Cédrico, qui porte la vision de la filière numérique, s'adresser à vous. Amélie de Montchalin, elle porte la vision de l'usager et elle porte également la vision du producteur du service public. La direction interministérielle du numérique que je dirige donc, est située dans ce ministère. Notre rôle, certains d'entre vous le savez, c'est celui d'un capitaine d'équipe. Chaque administration a sa propre direction du numérique qui rend compte à son ministre. Nous, on joue un rôle de capitaine d'équipe, de conseil au gouvernement, de stratège. On conçoit, on opère un certain nombre de services. Et puis, depuis peu, nous avons également un nouveau rôle qui est celui de fonds d'investissement interne. Concrètement, nous finançons des projets que les ministères lancent. Et évidemment, de manière très indirecte, une grande partie d'entre vous qui vous intéressez au service public êtes bénéficiaires de cette action. Alors, je voudrais peut-être commencer par situer le cloud dans les priorités du numérique. Évidemment, ce sujet-là ne sort pas du chapeau. Ça remonte à 2019. En 2019, on a fait un premier constat qui nous a obligés à lancer un programme d'accélération. Le constat, déjà, c'est une situation de la France à l'échelle de l'Union européenne qui est perfectible. À l'époque, nous étions 16e. Un motif de satisfaction, c'est que les Italiens et les Allemands étaient derrière. Enfin, on voyait bien qu'il restait une marge de progrès très importante. Lorsqu'on se tournait vers les citoyens, ils nous disaient qu'ils voulaient davantage de numérique, pouvoir faire la plupart de leurs procédures en ligne, mais en même temps, ils nous disaient qu'ils voulaient du numérique pour tous et que ce ne soit pas un facteur d'exclusion. Lorsqu'on se tournait vers les agents, on voyait bien qu'il commençait à y avoir un différentiel marquant entre l'outil de travail qu'ils avaient entre les mains et puis ce qu'ils pouvaient, ou ce que leurs collègues, leurs amis pouvaient avoir dans un certain nombre d'entreprises. Puis le dernier volet qui n'est pas des moindres, c'est notre capacité à produire des réponses applicatives du logiciel en réponse à des chantiers de transformation, avec un seul chiffre, c'est celui du glissement des grands projets informatiques, 35-36%. Alors tous ceux qui sont amenés à conduire des grands projets savent que ce n'est pas une science exacte, mais enfin, il y avait là aussi une marge de progression qui nous obligeait à faire du logiciel, à acheter du logiciel, à construire des projets différemment. C'est comme ça qu'est né le programme Tech.gouv, un programme d'accélération 2019-2022. Et pas plus tard qu'hier, nous avons publié sur numérique.gouv.fr un bilan des 2 premières années du programme et le plan d'action pour la 3e année, tout ce qui reste à faire pour être au niveau et puis sur un certain nombre de sujets, je dirais, prendre un temps d'avance. Ce programme, il s'appuie sur 6 piliers. La simplification, l'inclusion, mais aussi la maîtrise. Et ça, c'est un enjeu qui va résonner directement avec notre problématique de souveraineté numérique. L'attractivité, comment on fait pour monter en capacité et en compétence au sein de l'État pour conduire des projets plus intelligents. Les économies, mais aussi les alliances. Et les alliances, c'est un petit peu nouveau. C'est la possibilité de nous appuyer sur un écosystème de confiance pour co-construire les bonnes réponses et pas simplement les porter tout seul. Alors, si on prend les priorités de cette rentrée, c'est une rentrée un peu particulière puisque c'est la première post-sidération, si je pourrais dire, du Covid. Le premier sujet qui revient, c'est celui de la souveraineté numérique et de la cybersécurité. Le deuxième, c'est la finalisation de la dématérialisation en qualité de toutes les démarches administratives. Nous avons les enjeux de la data, l'intelligence artificielle, la data science, et là également ça résonne de manière assez marquée avec nos questions du cloud. Et enfin, et non des moindres, l'enjeu RH, la montée en capacité de l'État. Alors, moi j'ai été interrogé récemment par le Parlement sur ma définition de la souveraineté numérique. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique? Et j'ai répondu que c'était, d'une certaine manière, choisir ses dépendances. Choisir avec qui on travaille, être en capacité d'en changer, être en capacité de mettre en place la réversibilité et, si nécessaire, parce que la situation l'exige, de réinternaliser une partie des fonctions. Et donc ça passe par un investissement sur les hommes et les femmes qui mettent en place les grands projets numériques, et ça passe aussi par l'identification de cet écosystème de confiance qui va avoir le même intérêt que nous à ce que le numérique de l'État progresse dans le temps.
Et c'est là que la stratégie cloud et cloud de confiance intervient. Donc c'est une initiative commune qui a été co-construite par l'ensemble des ministères et avec les fédérations professionnelles. Elle s'est incarnée dans une circulaire, c'est comme ça que fait l'État. Ça s'est incarné dans une circulaire du 5 juillet qui explicite cette stratégie cloud de l'État. Et au sein de cette circulaire, il y a un composant que je vais vous présenter qui s'appelle la stratégie cloud au centre, qui est la vision du client État et qui est également la vision du producteur, parce que l'État produit également du logiciel et des infrastructures cloud. Alors, en synthèse, qu'est-ce que c'est que cette vision cloud au centre? Tout d'abord, le premier enjeu, c'est de développer la culture cloud. Ce n'est pas faire comme avant et simplement changer l'hébergement ou changer le mode d'achat des logiciels, c'est rentrer dans une vraie logique de développement continu. Continuous delivery, DevOps, logiciel à la demande. Donc changer de logiciel d'une certaine façon, changer d'ADN dans la manière de traiter les problématiques. C'est être capable d'accéder aux meilleurs technos. On voit bien, pour faire des projets intelligents et nous amener notamment dans le domaine de la data vers des nouvelles capacités, on a besoin d'accéder aux meilleures technologies et aux meilleures pratiques. Troisième volet, c'est de ne pas s'adresser uniquement aux informaticiens. L'enjeu du cloud, il transcende le sujet maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. En fait, on s'adresse de plus en plus aux directions métiers. Ceux qui portent le business, on ne dit pas comme ça dans l'État, mais enfin ceux qui portent le business dans nos organisations, c'est elles, d'une certaine manière, qu'il faut convaincre de changer la manière de faire. C'est un périmètre aussi. Ce n'est pas uniquement le périmètre État, c'est également tous ces opérateurs donc, qui sont sous pilotage de l'État, et on l'espère, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on l'espère, convaincre également les grandes collectivités locales, et puis, par effet buvard, des grandes entreprises, de s'intéresser à cette stratégie qui est équilibrée, et peut-être de la dupliquer à leur échelle. Un autre élément important, c'est de ne pas réinventer la roue. Il y a un syndrome qui est bien connu des informaticiens, qui est le NIH, le Not Invented Here. Comment on fait en sorte que lorsque des solutions existent sur étagère, on aille les chercher, plutôt que chercher à concurrencer les éditeurs, les opérateurs, et refaire la même chose, souvent moins bien et souvent de manière plus coûteuse. Et ça nous amène à panacher la stratégie. En particulier sur les infrastructures, ce qui est écrit dans la stratégie cloud, c'est à la fois une capacité propre interne de l'État à monter des infrastructures et à les opérer, notamment pour les besoins les plus stratégiques, qui nécessitent une résilience ou une sensibilité particulière, mais également nous tourner vers ce que l'on a appelé le cloud commercial, donc les infrastructures et les logiciels portés par les entreprises, avec une distinction qui va être faite selon les niveaux de sensibilité, je vais y venir dans quelques secondes. Il y a également une priorisation. Sans être complètement schématique, on regarde d'abord le SaaS, puis le PaaS, et enfin le IaaS. Avec une petite subtilité. L'État étant un client un peu particulier, on s'autorise à faire du SaaS interne, concrètement à acheter du logiciel sous licence, à le déployer sur nos clouds internes et à l'opérer de manière mutualisée pour l'ensemble de l'administration. Je pense qu'on a une taille suffisamment importante pour justifier ces pratiques de SaaS interne qui représenteront une partie de l'enjeu. L'essentiel de l'enjeu, c'est plutôt du SaaS externe et donc du logiciel à la demande de confiance qui va être sollicité. Un autre enjeu majeur, c'est de définir le pointillé entre ce qu'est une application sensible et puis le tout venant. Et la doctrine a été très claire en la matière. Une application sensible, c'est une application soit qui manipule des données personnelles de citoyens français, soit qui manipule des données économiques, financières d'entreprises, soit qui manipule des données d'activité métier des agents publics. Autant vous dire que ça brasse assez large, il y a un certain nombre de sujets qui ne relèvent d'aucune de ces trois catégories, mais on peut considérer que le marché du cloud de confiance est relativement important, pour ne pas dire extrêmement important. Et donc dès lors qu'un applicatif, une infrastructure relève de cette définition, alors, 1, les solutions doivent être RGPD, mais ça c'est une évidence. 2, les infrastructures sur lesquelles elles s'appuient doivent être agréées Secnum Cloud, et je pense qu'une grande partie de l'après-midi est consacrée à expliquer ce qu'est le Secnum Cloud. Et enfin, le troisième, et qui est très important, c'est que les solutions mises en œuvre soient immunes aux réglementations extra-européennes. Concrètement, aucun État non européen ne puisse, de force,
même degré, solliciter les données correspondantes, les données sensibles qui sont hébergées dans les applicatifs. Et ça va même plus loin, parce que cette doctrine cloud au centre, ce n'est pas simplement des bonnes intentions, c'est une obligation de bascule. Tous les nouveaux projets qui vont être engagés par l'État devront se conformer à la stratégie cloud au centre. Autant vous dire que je peux que vous inciter les uns et les autres à vous tenir au courant de toutes les opportunités en matière de dématérialisation, en matière de collaboratif, en matière d'applicatifs métiers, qui vont être engagés par les administrations pour être en capacité de présenter votre valeur ajoutée. Et c'est là aussi, peut-être qu'au-delà de la circulaire que j'évoquais tout à l'heure, on passe de la théorie à la pratique. Parce que la pratique, c'est quoi? C'est rapprocher l'offre et la demande. Et faire en sorte que ce cloud de confiance, finalement, soit au service de la réalité des projets. Donc le premier point en la matière, c'est l'existence de supports contractuels. Comme vous le savez, l'achat public est extrêmement encadré. Nous avons la possibilité en particulier de nous appuyer sur des centrales d'achat et ont été positionnés auprès de l'UGAP, qui est la plus grande centrale d'achat publique en France, un marché dit Cercle 3 pour commander de la ressource IaaS, mais on retrouve également sur un autre support contractuel de cette même centrale, ce que l'on appelle le marché multi-éditeur, la capacité de commander de la licence à la demande, de commander du SaaS concrètement. On n'a pas encore le tronçon du milieu, le tronçon passe, mais enfin on va y travailler pour que ce soit une commodité qui puisse être commandée sans trop d'efforts. Et puis il y a un autre élément qui est probablement méconnu, mais qui va être de plus en plus utilisé par l'administration, c'est la possibilité de la commande directe. La commande directe en dessous du seuil de 100 000 € désormais est possible, c'est ce qu'on appelle de l'achat innovant. Alors il faut qu'il y ait évidemment un critère d'innovation qui justifie qu'on passe dans une procédure hors marché public, mais enfin c'est une possibilité qui a été ouverte il y a peu de temps. Achat innovant, moins de 100 000 € hors taxe, possibilité de commande en direct pour tester des solutions, pour amorcer des initiatives. Deuxième grande opération qui a été lancée, je vous citais le programme tech.gouv. Dans ce programme, on retrouve une mission qui s'appelle la mission Label, dont le rôle est de rapprocher l'offre et la demande. Nous avons sorti, il y a à peine 2 mois de cela, un catalogue GouVTech. Vous allez le retrouver sur catalogue.numérique.gouv.fr. L'idée, c'est de permettre aux TPE, aux PME, aux ETI, qui ont des solutions innovantes numériques, qui ont envie de s'adresser aux acheteurs publics et aux porteurs de projets publics, de faire connaître leurs solutions. Dit autrement, ceux qui n'ont pas les moyens marketing des grands groupes internationaux ont la possibilité de faire connaître leurs solutions sur cette plateforme. En 2 mois, on a 410, je parle sous le contrôle de Sabine Guillaume, qui dirige cette mission et qui est dans la salle, on a 410 solutions qui ont été référencées, et 80% de ces solutions, ce sont des TPE, PME, ETI. Donc c'est très important parce que ça met en visibilité ces offres, et ça va nous permettre d'amorcer une deuxième étape, qui est l'auto-évaluation, avec une grille de critères qui va vous permettre de vous assurer que finalement ce que vous faites est bien en phase avec les orientations techniques, stratégiques, en matière de données, en matière juridique également, en matière de développement durable de l'État. Là aussi, c'est vous donner des armes pour trouver des débouchés commerciaux et donner également des armes aux acheteurs publics pour mieux connaître l'offre du marché et avoir une bonne raison de recourir au vôtre. Et puis, peut-être un dernier point sur les actions très concrètes, c'est le soutien à l'innovation, le soutien financier. Je disais en intro qu'on avait un nouveau rôle qui était celui de fonds d'investissement interne au sein de l'État, donc on finance des administrations qui achètent des solutions. Une des thématiques qui est portée dans le cadre du plan de relance, qui est vraiment animé par Amélie de Montchalin pour tout le sujet numérique, une des thématiques, c'est de l'innovation de technologies avec des technologies non matures. Avec là aussi un seuil de 100 000 €. Si vous êtes en contact avec des administrations qui ont envie de tester vos produits, mais qui n'ont pas les fonds pour le faire, dites-leur que le plan de relance permet de financer jusqu'à 100 000 € par opération de l'achat innovant. Et donc, il y a la possibilité contractuelle avec ces commandes et ces supports que j'évoquais tout à l'heure, et il y a désormais de l'argent frais qui est mis à disposition des administrations pour engager
des expérimentations et leur donner envie d'aller au-delà. Voilà, alors je voudrais peut-être terminer mon long propos en vous disant que moi je considère que ce n'est pas joué d'avance, ce sujet que l'on présente parfois comme étant déjà plié. Ah non, le match n'est pas plié. Vous devez y croire. Au sein de l'État, on est nombreux à croire en vous, et donc vous devez y croire vous aussi, et vous devez vous donner les moyens de vos ambitions. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs, j'étais de l'autre côté de la barrière il y a à peine quelques années, mais il y a un réflexe possible qui est celui de la victimisation. Je pense que c'est important de l'abandonner complètement et de vous dire que vous avez la possibilité de jouer dans cette cour-là et que l'État, aujourd'hui, est extrêmement ouvert à accueillir les solutions innovantes que vous avez et à développer cette souveraineté numérique française et européenne que désormais nos politiques appellent de leur vœu. Et donc l'initiative d'OVH Cloud et d'autres de construire des marketplaces, de favoriser le référencement des solutions et d'amener un peu tout cet écosystème vers le haut et vers la maturité, on l'applaudit des deux mains et on est très désireux de voir comment ça va se développer. Et puis pour ceux qui n'ont pas fait, vous l'aurez compris, je vous invite fortement à vous référencer sur le catalogue GouffTech que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, merci à tous. Je peux prendre une ou deux questions s'il y en a, et sinon, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens habituels.